40e anniversaire de la mort de Malraux. On a parlé beaucoup du musée imaginaire. Il y avait un colloque qui va se tenir à Paris sur l'idée du musée imaginaire chez Malraux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le musée imaginaire finalement? Qu'est-ce que rassemble le musée imaginaire? Alors, selon Malraux, ce sont évidemment des objets de culte, une fois qu'ils ont été débarrassés du culte, et qu'ils sont promus, selon Malraux, à la dignité d'objets de culture. Ce que nous admirons dans un Christ en croix, je ne sais pas, le Christ de Brioude, le Christ lépreux de Brioude, c'est évidemment pas la figure souffrante du Christ nous apportant éventuellement le salut, mais c'est une œuvre en chêne, en bois, taillée d'une façon telle que nous en admirons la facture, et qui fait que ce Christ en bois, ce Christ de Brioude, ce Christ lépreux de Brioude, nous pouvons le rapprocher par conséquent de telle autre création de l'esprit humain à travers les époques, à travers aussi d'autres cultures. On a effectivement de façon à la culture plurielle, à la culture pluraliste, à ce dialogue des cultures que le musée du Quai Branly prétend avoir instauré. Il y a ça, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que si le musée imaginaire était, comment dire, la révélation, la parousie d'un sens universel de l'art dans lequel toutes les productions artistiques de tous les pays, de toutes les croyances, de tous les milieux, se retrouveraient confondues la Madone de Cimabue et la petite figurine de masque bantou. Pour célébrer la gloire finale de l'humanisme triomphant, si cela était, cela voudrait dire que le musée imaginaire et cette puissance formo-créatrice, pour les internes pédants de Guy-Gasquet, une puissance capable de créer des formes, en elle-même capable de créer des formes, à l'écart, plus exactement à l'abri, plus exactement protégée par la contamination des croyances, des cultes qui autrefois présidaient à leur naissance, donc une espèce d'art pur. Si cela était, si le musée imaginaire tel que, pas seulement Malraux, c'est bien d'autres, on imaginé, Malraux ne fait que recueillir tout un héritage dont on pourrait faire l'histoire, surtout chez les Allemands, parce que l'origine c'est Hegel, c'est l'esprit absolu, l'esprit absolu qui, bon, on va passer là-dessus. Si ce musée imaginaire était cela, il y aurait deux choses, il y aurait deux conséquences immédiates dont nous serions les heureux témoins. D'une part, les œuvres contemporaines seraient évidemment dans cette concaténation hegelienne, libérée des superstitions des siècles obscurs. L'œuvre d'art contemporaine serait un objet d'admiration et de sublimation et de vénération. Quand vous voyez le chien, le Balloon Dog de Jeff Koons, ou la boîte de merde de Manzoni, vous vous dites qu'effectivement, l'art contemporain n'est pas exactement ce que nous attendions de la création du musée imaginaire. Là, il y a un petit problème qui se pose, le fait que nous ayons à notre disposition aujourd'hui la totalité des archives, si vous voulez, de la planète, sous forme d'objets matériels, parce que le problème, c'est que c'est des objets matériels, ce n'est pas des répliques, ce n'est pas des facsimilés, ce n'est pas des photos, c'est l'objet lui-même qu'il faut avoir dans le musée. Bon, si cette réunion de tous ces objets, de toutes les époques, dont nous avons aujourd'hui la jouissance, qu'aucune époque auparavant n'a eu, aboutit à créer cette espèce de monstruosité, de sottise, qui sont en même temps l'objet d'une spéculation financière extravagante, c'est quand même qu'effectivement, il y a une erreur dans le fonctionnement du musée. C'est pas ça. C'est pas ça. Le musée imaginaire ne sert pas à nous apprendre quelque chose parce que, comme par hasard, c'est très étrange, l'histoire de l'art n'est pas enseignée dans le cursus de l'éducation nationale. L'iconographie n'est pas enseignée. Donc on refuse à l'œuvre d'art la possibilité de nous apprendre des choses que la littérature ne nous apprend pas, par exemple, ou que la philosophie ne nous apprend pas.
satisfaction, on pourrait dire esthétique, parce que pour nous, on pourrait dire c'est l'art pour l'art, c'est la jouissance pour la jouissance, c'est l'œuvre enfin libérée de la nécessité, du devoir de servir, la servitude. Bon, ben, s'il n'y a pas ça, bon, ça sert à quoi? Et alors, où est-ce qu'on va? Et la deuxième chose, si vous voulez, qui sont des choses très évidentes que je voudrais vous mettre sous les yeux, c'est qu'est-ce que c'est que l'architecture d'un musée? Quelle architecture peut-on imaginer pour un musée? Toutes les créations humaines en architecture, dictées pour des besoins humains très particuliers, l'église, souvent particulier évident, avec en commençant par l'église, ou la chapelle, non? Mais je préfère Saint-Sauveur à côté, non? Si vous allez à Saint-Sauveur, il y a une architecture qui est extrêmement sophistiquée, extrêmement savante, et qui répond à des besoins extrêmement précis, à la fois dans son élévation verticale et dans son déroulement horizontal. Si vous avez je ne sais pas moi, un exemple inverse, un hôpital aussi, dans son architecture, correspond à des besoins extrêmement précis. On ne construit pas un hôpital n'importe comment. Même chose pour on pourrait multiplier des exemples d'architecture civile, où à chaque fois la forme du bâtiment obéit à des impératifs extraordinairement précis. Si vous demandez à un architecte de vous faire un musée, et j'ai étudié ça assez près depuis une trentaine d'années, en cherchant désespérément, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis où j'ai vécu ou ailleurs, je n'ai jamais vu un musée d'art moderne, un musée ayant une architecture spécifique, une architecture ayant un sens, c'était une architecture symbolique, comme tous les autres bâtiments civils que l'on construit. Et finalement, le fin mot de l'architecture du musée aujourd'hui, c'est par exemple le musée de Lens, que l'on vient de terminer, ou un autre musée, je ne sais où, c'est-à-dire à chaque fois un cube de verre, un simple cube de verre et d'acier, autrement dit un entrepôt. C'est un entrepôt, c'est le champ de la gare de Bâle, évidemment. Sauf que le champ de la gare, c'est du béton opaque, parce qu'il ne faut pas que les gens restent dedans, pour des raisons mercantiles, pour des raisons mais le musée public, le musée ouvert au public, c'est évidemment du verre. C'est-à-dire c'est un cube en verre. Un cube gigantesque, mais un cube. Le Mucem. Pardon? Le Mucem. Le Mucem. Ah, le Mucem. Écoutez, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Oui, effectivement. Il y a aussi le musée des confluences à Lyon, qui coûte tellement d'argent pour être obligé de fermer le musée des soirées de Lyon. C'était le plus beau musée du monde en matière de patrimoine des tissus. Par contre, on trouvera. Alors là, le musée des confluences, c'est le contraire. On fait un bâtiment dont on peut ou non apprécier l'audace, on n'y a pas encore trouvé une utilité. C'est absolument pas ce qu'on va faire du musée des confluences. C'est comme qui peut-être intéressant, mais elle est vide. Elle risque de rester pour un bon bout de temps. Et le Mucem, je le connais aussi fort bien, je peux vous assurer que c'est un musée qui va fermer dans 5 ans, parce qu'on ne sait pas quoi y faire. Oh Essayons d'aller un peu plus loin encore et d'être très concret. Jean-Pierre, à votre gauche, il y a une horloge. Ce n'est pas pour vous rappeler l'heure, mais pour vous faire remarquer qu'il y avait une niche, il y avait une statue, il y avait une Vierge à l'enfant. À ma droite, c'est la même chose. Il y avait peut-être Saint-Joseph, Saint-Éloi, qu'en sais-je. Est-ce qu'on a eu raison de démonter ces deux statues et de les transporter au musée Granet qui est juste à côté? Et ce faisant, qu'est-ce qu'on a changé? C'est beaucoup, je ne veux pas. Et est-ce que, troisièmement, si vous étiez président de Sciences Po à Aix, vous pourriez concevoir de mandater un artiste moderne de créer 2 œuvres pour que cette estrade soit ornée et sur sa gauche et sur sa droite. C'est-à-dire quelle est la fonction de l'art dans un bâtiment public.